Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Une semaine déjà que le mouvement de colère des jeunes Marocains ne faiblit pas. Des centaines de jeunes déchaînés, blasés, des cris de contestation et de revendications sociales et économiques qui prennent les allures d'une grande révolte face à la répression des services de sécurité du Marzen. Ce dernier ne lésine pas sur les moyens pour réprimer, tabasser et arrêter les manifestations en mal de vivre. Mais derrière ces scènes de colère et de soulèvement populaire se cachent plusieurs interrogations. Alors pourquoi maintenant? Et qui se cacherait éventuellement derrière ces manifestations? Y a-t-il manipulation ou pas? L'objectif est-il réellement le Maroc ou y a-t-il des objectifs plus subversifs qui détiennent les ficelles? Sommes-nous face à la force des réseaux sociaux et leur dangerosité dans la manipulation des masses? Est-il pris celui finalement qui croyait prendre? Tout de suite les développements. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Monsieur Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques, sécuritaires également. Hassan Qassimi, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé. Alors Hassan Qassimi, depuis quand même une semaine, nous assistons à un grand mouvement de masse, des Marocains sortis crier leur désespoir, leur mal de vivre, contester et revendiquer, bien entendu, des revendications qui donc, dans leur ensemble, versent dans la revendication sociale. Alors peut-on dire que c'est une contestation civile et populaire ou alors c'est un véritable malaise politique? Vous savez, vous pouvez dire tous les deux à la fois contestation, malaise politique, mais le niveau du mécontentement est bien plus élevé que cela. Nous sommes dans l'explosion sociale. Parce que vous avez vu comment, depuis une semaine, ces manifestations ont commencé. Et malheureusement, vous avez eu à côté une police qui a été très violente, une répression inimaginable. Qui a un peu radicalisé le mouvement, pour la simple raison que nous avons vu des jeunes sont sortis les mains vides, qui ont d'ailleurs chanté très haut des slogans concernant une manifestation paisible, Silmiya, Silmiya, Silmiya. Mais la police n'a pas entendu ce mouvement de cette oreille-là. Hein. Ça a été brutal, la riposte a été très forte, ça a été le gourdin, puis on est passé du gourdin, on est passé aux balles réelles. Et là, ça pose beaucoup de problèmes pour la simple raison que le gouvernement et le roi, durant ces manifestations, a été totalement absent sur la scène politique et sociale. Il n'y a pas eu de réaction, ce n'est que le 5e jour que le ministre de l'Intérieur est sorti de son bureau pour un peu faire un constat et faire des déclarations politiques. Akhanouch également a été malmené au sein de l'Assemblée. Le premier Akhanouch, le Premier ministre, a été violemment malmené au sein de l'Assemblée. Mais la grande intrigue, c'est où se trouve le roi. Le roi a complètement disparu, ainsi que sa famille. Donc, vous voyez que le Maroc est pris dans une tourmente violente, une contestation qui a évolué vers une explosion sociale. Et là, on a vu les autorités politiques, les partis, ont essayé à tout prix d'essayer non seulement de récupérer le mouvement politique, nous avons vu le parti de la justice le PJD. Et du développement de Bankiran, qui a essayé de surfer sur les vagues de la contestation et d'essayer de récupérer avec ses militants, de récupérer le mouvement. Mais n'oubliez pas que Bankiran, avec son parti, a cautionné toutes les infamies de la politique du gouvernement du Marzen, qui a durement un peu frappé durement la société dans son ensemble marocaine, qui a été appauvrie, qui a été humiliée, qui a perdu son pouvoir d'achat de manière dramatique. Et voilà, le résultat est là. C'est un enchaînement de mécontentement, c'est un enchaînement de politiques publiques hostiles
à la nation marocaine, et aussi ce sont bien sûr, politiques publiques de vol à une grande échelle Oui. des biens du trésor public et aussi de l'argent qui était initialement destiné au développement et qui a été détourné. Je vous donnerai un exemple très simple. C'est le budget qui a été dégagé pour acheter de 5 milliards de dollars pour faire essayer de faire comme l'Algérie, de ramener de la viande avec des prix soutenus pour les mettre à la disposition de la population. Mais derrière cette opération se cache un grand scandale. Il y a eu l'équivalent de 3 milliards de dollars qui ont été détournés au profit de 17 personnes. Donc vous voyez que au Maroc, les politiques sociales, les budgets des politiques sociales sont détournés au profit bien sûr, des aristocrates de la monarchie et du Marzane, et à leur tête, vous avez un Khanouch avec ses tentacules, ses entreprises, sa famille, ses enfants, et bien sûr, derrière toute cette opération machiavélique d'appauvrissement du Maroc, il y a le cabinet noir qui dirige le Maroc, qui se trouve au sein du Marzane et qui est présidé par André Azoulay, vous devez savoir. Tout à fait. André Azoulay est un juif sioniste qui est entré au Maroc en 1982, qui a été recruté par Hassan II et proposé par le Mossad. C'est un agent du Mossad qui a fait toute sa carrière banquière et financière à Paris, puis a été, bien sûr, injecté dans le sérail du Marzane par le Mossad et qui a réussi à bâtir toute une toile de fond pour dominer le Maroc, pour mettre en place une véritable politique de judaïsation et de sionisation du Maroc, et il a réussi, et il est l'artisan de la politique de normalisation qui a été faite avec l'entité sioniste. Absolument. Et vous devez savoir que l'accord de normalisation avec l'entité sioniste a été signé par le Premier ministre, qui est le représentant de Ben Kiran, qui est le parti islamiste marocain, et qui veulent se refaire une légitimité pour exactement, surfer qui voudrait récupérer le mouvement. Mais ça ne marche pas, pour la simple raison que le groupe de contestation sociale Gen Z marocain n'est pas un mouvement partisan, est un mouvement qui se situe en dehors des partis classiques, qui ont été bien sûr les soutiens les plus fidèles du Marzane, qui ont appauvri la population marocaine. Et là, bien sûr, nous attendons à ce qu'au sein de ce mouvement de jeunes Gen Z 212 apparaissent les véritables leaders politiques qui sont en train de faire, il faut le dire, évoluer les slogans. Nous sommes passés des slogans socio-économiques à des slogans politiques, et nous avons vu dans ces manifestations, des milliers de manifestations qui se déroulent dans toutes les villes du Maroc. Il n'y a pas une ville au Maroc qui ne connaît pas des contestations sociales dans ce pays. Et là, vous voyez que le Marzane tente, bien sûr, à mettre en place des politiques de diversion, tendant à faire croire à une main étrangère, à des militants du Sahara occidental qui se sont infiltrés dans les marches pour un peu faire évoluer les marches pacifiques vers des marches violentes. Vous voyez, ce sont des arguments fallacieux, provoquants, et qui un peu essayent de délégitimer le mouvement de la jeunesse qui est dans la rue, qui est maître de la rue. Et nous avons vu aussi des vidéos, authentiques d'ailleurs, où des policiers se sont joints aux manifestations publiques des jeunes marocains. Très bien, Monsieur Qassemi. Vous avez dit il y a quelques années de cela, avant même qu'il n'y ait cette contestation, parce qu'on va revenir justement à ces revendications qui sont d'apparence, comme je disais, sociale, mais qui cachent réellement un malaise politique et une répression déjà sur le plan de l'expression. Monsieur Qassemi, vous avez dit que
Il y a un véritable plan qui est en train d'être mijoté dans des laboratoires où le Maroc, pour diviser le Maroc en plusieurs partitions, où l'entité sioniste n'est pas très loin de ce projet. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, parce qu'on se pose quand même la question, pourquoi ça se passe au Maroc et pas ailleurs? Pourquoi cette génération 212, Z 212, donc se déroule au Maroc? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir actionné ce plan finalement? Le début a commencé pour, si vous voulez, une mise en état de ce plan qui donc aurait des signatures de l'entité sioniste après la normalisation. Parce qu'on parle de plus en plus de petit Israël. Vous savez, le roi Mohamed VI et le Marzane sont en train de payer le fruit un peu de cette politique d'avoir livré le pays au lobby sioniste. Et vous savez que là où s'installent les lobbies sionistes, c'est le désordre et le chaos qui s'installe. Vous avez des exemples vivants. Je vous donne l'exemple de la France, qui est passée sous commande des lobbies sionistes. Et pratiquement, la liberté d'expression a été enterrée depuis fort longtemps. Et sur les plateaux de télévision, vous n'avez que les sionistes qui parlent et les Français ont été renvoyés chez eux et ils n'ont plus le droit de s'exprimer. C'est la même chose qui se passe au Maroc. Et je l'ai dit, il y a de ça, même sur les télévisions publiques algériennes, je l'ai dit il y a de ça 4-5 ans, il y a un projet de morcellement du Maroc sioniste en plusieurs provinces, en 6 provinces. Et l'objectif, c'est de préparer une alternative à un effondrement de la monarchie, marocaine, de diviser le pays en 6 provinces autonomes et créer de micro-États dans lequel l'entité sioniste se donnerait le droit de prendre possession de toutes ces provinces qui seraient sous la coupe des lobbies sionistes. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il y a un travail de fond qui se fait actuellement, très puissant d'ailleurs, et sur lequel André Azoulay et le Mossad travaillent depuis fort longtemps. C'est la judaïsation du Maroc. La judaïsation du Maroc a commencé par, bien sûr, le fameux théorème consistant à dire que le Maroc est une identité judéo-marocaine. À partir de ce moment-là, on peut dire que c'est fini, le Maroc a été partagé à 50%, pour la simple raison que 50% est judaïque et 50% est marocaine. Vous voyez l'astuce culturelle et politique par laquelle les Marocains ont été dépossédés à 50% de leur pays en inventant une histoire à dormir debout et d'ailleurs des mensonges. Le Maroc n'a jamais été une identité judéo-marocaine, c'est une identité marocaine. Mais il y a bien sûr ce plan pernicieux tendant à faire croire que ce pays n'appartient pas uniquement aux Marocains. Et là, il y a un autre travail encore plus pernicieux, plus dangereux, c'est de judaïser l'enseignement au niveau des établissements scolaires, universitaires, dans les lycées, et d'enseigner le patrimoine judaïque au Maroc, qui fait maintenant partie intégrante de l'identité du patrimoine du Maroc. Et tout cela a été inventé dans le but d'abord de dire aux Marocains que ce pays ne vous appartient pas uniquement, il nous appartient aussi. D'ailleurs, nous avons entendu Smotrich et Benravir dire que le Maroc nous appartient. C'est nous qui avons fait, que c'est les sionistes qui ont fait le Maroc. Donc vous voyez que maintenant, tout est clair, tout est visible. Et la politique qui a été mise en place depuis plusieurs décennies, même a commencé par Mohamed V, puis avec Hassan II, et qui est devenue systématique à une échelle généralisée avec Mohamed VI, c'est d'avoir cédé le pays à des lobbies sionistes qui sont en train d'appauvrir le Maroc, d'enrichir les lobbies sionistes, et nous sommes actuellement, c'est la fracture, pour la simple raison que le Marzane a été anti-marocain, anti-national, et là, c'est la fracture entre un roi qui a fait cavalier seul avec les lobbies sionistes et qui a enrichi et qui a donné tous les leviers du pouvoir aux lobbies sionistes,
et une population marocaine qui a été marginalisée. Vous devez savoir que le Maroc est le pays le plus inégalitaire d'ailleurs en Afrique, sur le continent africain. Donc c'est un pays où vous avez pratiquement 20% de la population des oligarques, des familles les plus riches marocaines, qui détiennent 80% du revenu de la marocain. fortune. Vous voyez à peu près un peu le scandale politico-financier qui s'est développé à grande échelle au Maroc, qui fait que 70% de la population au Maroc est pauvre, et il y a des déséquilibres et des inégalités territoriales qui sont insupportables. Ah oui. Vous voyez, pratiquement toutes les zones rurales sont privées d'eau, sont privées d'électricité, sont privées de routes. Il n'y a pas une d'hôpitaux. précarité sociale et très les gens flagrante. qui sont sortis dans la rue pour exprimer un peu des revendications d'ailleurs qui sont très légitimes, que nous n'avons pas d'hôpitaux, et c'est la réalité. Moi, je suis parti il y a de ça 6 ou 7 ans, je suis parti au Maroc, j'ai accompagné quelqu'un, un Algérien, qui a fait une petite chute. Je lui ai proposé de l'emmener à l'hôpital de Marrakech, le plus grand hôpital de l'époque du pays, du Maroc. Donc quand on est rentré au service des urgences, on a découvert l'horreur pour la simple raison qu'il y avait des centaines de personnes par terre, il n'y avait même pas de lit, les murs étaient tachés de sang, des saletés partout, des injections par terre. On s'est enfui de l'hôpital de Marrakech. Monsieur J'étais Qassimi, obligé d'aller dans une clinique privée pour faire soigner mon ami qui avait un petit bobo. Et là, vous devez savoir que l'hôpital au Maroc, les prestations sont payantes. Il n'y a pas de médicaments. Les médicaments ne sont pas gratuits, comme en Algérie. Et vous devez savoir aussi qu'il y a une privatisation de l'hôpital public au Maroc. Vous savez que depuis 2015, le Makhzen a vendu 5 hôpitaux universitaires. Il n'y a presque plus d'hôpitaux. Il y a des petites polycliniques qui pratiquement n'ont aucun matériel, et le matériel qui est déjà en place est inutilisable, et le Marocain, malheureusement, la population malheureusement, elle est abandonnée à son sort. Très bien, monsieur Qassimi. Et là, vous voyez à peu près pourquoi, vous comprenez maintenant pourquoi la population est sortie massivement. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est que le premier scénario. Il y a encore d'autres scénarios qui se développent, et on a entendu certains dirigeants du mouvement de la jeunesse Jeune Z annoncer des objectifs qui doivent faire très 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 peur au Makhzen, à Khadouch, à son équipe d'Ali Baba et les 40 voleurs. Alors dans ces cas-là, monsieur Qassimi, on va aller un petit peu en profondeur parce que le malaise est là, et l'explosion explique justement ce malaise qui a été subi et enduré par la population pendant des années. Alors c'est vrai qu'au début des revendications, et bien sûr les pancartes étaient plus avec bien sûr des slogans très très revendicatifs, donc sur le plan social. Mais aujourd'hui, on demande carrément, si vous voulez, la tête du chef du Premier ministre, c'est-à-dire Arnouch. On demande le départ de Arnouch. Mais est-ce que vous pensez réellement que si tel est le cas, si cette génération arrive à le faire, le problème est dans le gouvernement? Est-ce que finalement, le roi n'aurait pas un grand rôle dans ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, comme vous le disiez tout à l'heure? D'autant plus qu'on n'a pas entendu, hein, jusque-là, on ne l'a pas entendu. Je veux dire, c'est le grand absent. Peut-être un petit discours, comme il a l'habitude de le faire, pourrait apaiser la situation, mais il ne le fait pas. Le discours de Arnouch à lui seul, et on l'a entendu hier, était vraiment en deçà des attentes de cette population sortie à la rue. Vous savez, ce qui se passe un peu, si on essaye de décrypter un peu tous ces événements, Arnouch n'est qu'un petit fusible. Le grand fusible, c'est le roi. Parce que les slogans, il faut écouter ce que disent les jeunes. Moi, j'ai écouté tout à l'heure une petite vidéo de certains leaders de ce mouvement qui demandent à la population de sortir dans la rue, d'aller brûler le Parlement, parce que pour eux, le Parlement est un Parlement sioniste, dominé par les sionistes, et qui ont détruit le pays. Ils demandent aussi d'aller brûler les palais du roi. Donc l'objectif final de ce mouvement, c'est de provoquer l'effondrement de la monarchie et d'aller vers le régime démocratique républicain. Voilà les objectifs qui sont actuellement dans la feuille de route de ce mouvement explosif de contestation sociale
ce n'est ni le printemps Mossad, ni le printemps arabe, c'est le printemps du hashish, le printemps de la drogue, que le roi a voulu répandre massivement dans la société pour anesthésier la population, mais le hashish s'est retourné contre le roi, et maintenant la population, ces jeunes qu'on a voulu anesthésier avec le hashish et la drogue, ces jeunes sont en train de se retourner violemment contre le roi, et ils demandent maintenant, il faut avoir le courage de le dire, parce que les jeunes maintenant sont passés à l'action, ils sont en train de le dire, et ils réclament la tête du roi Mohammed VI, et ils demandent à juger tous ces oligarques et de les faire passer à la justice, de procéder à leur arrestation et de nettoyer le pays. Et là, vous devez savoir, si on doit faire une petite comparaison avec l'Algérie, vous devez savoir depuis 5 années, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, travaille ardemment pour un peu améliorer la situation politico-économique du pays. Vous avez vu toutes les réformes qui ont été faites, vous avez vu tous les budgets colossaux qui ont été déployés pour prendre en charge la situation sociale, la jeunesse, les infrastructures de services publics. Donc, la population a pris en charge, les pouvoirs publics depuis 5 ans sont en train de prendre en charge courageusement les attentes et les besoins des populations, et vous avez une Algérie stable, prospère, que personne, même les slogans minables et misérables qui viennent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, qui viennent un peu du Makhzen demandant à la population algérienne de sortir aujourd'hui après la Salat el-Jumu'ah, de sortir dans la rue, ces slogans sont inopérants pour la simple raison que le Makhzen est dans l'enfer, l'Algérie est au paradis. Oui. Alors, juste pour conclure, et de manière très brève, Monsieur Hassan Qassimi, et je sais très bien que c'est tout ce qui nous reste. Hein. Alors, 45 secondes. Finalement, est-ce qu'on peut dire que est pris celui qui croyait prendre, d'autant plus qu'il y a eu quand même pas mal de manœuvres pour la déstabilisation de l'Algérie, et ça s'est retourné un petit peu contre la magie qui s'est retournée contre son magicien. Enfin, en termes populaires, on le dit toujours, donc vous savez que le Makhzen a toujours tenté et a cherché d'exporter le malaise, la crise et de faire de la diversion, de transférer la crise du Maroc vers l'Algérie. L'Algérie n'est pas un pays en crise. L'Algérie est un pays qui se porte bien. L'Algérie, une population, l'indice de développement l'un des plus élevés en Afrique, après l'île Maurice et notre pays. L'Algérie est 3e dans le top 3 des indices humains de développement, attestant le bien-être, bien sûr, de la population algérienne. Le travail n'est pas terminé. On doit travailler encore très fort en Algérie. On doit se mobiliser, on doit renforcer le front intérieur et aussi soutenir le gouvernement qui est franchement engagé fortement dans la réalisation de nos objectifs stratégiques. Et vous devez savoir, dans quelques années, d'ici 2027, l'Algérie aura un PIB de 400 milliards de dollars, un pays qui sera en plein dans le lot des pays émergents, et ce sera bien sûr un pays qui sera définitivement dans la trajectoire des pays modernes et des pays développés et puissants. Merci beaucoup, Monsieur Qassimi, d'autant plus qu'on aurait pu poser la question à quelques jours du mondial, que va-t-il arriver? Est-ce que ça va continuer comme ça? Bien sûr, je laisserai quand même le soin aux autres d'y répondre, à ceux qui nous suivent. Merci à vous, Monsieur Qassimi. Je rappelle que vous êtes expert des questions géopolitiques algérien. Merci à vous de nous avoir suivis. L'échiquier international, vous le retrouverez demain pour de nouveaux numéros. Au revoir.